Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets marquants de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des analystes, des hommes des médias. Avec eux, nous revenons donc sur les faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons au plan national. Toujours le sujet majeur, c'est donc la question de la pandémie Covid-19. Nous allons donc parler. Aujourd'hui, nous avons 629 cas, mais quand même quelque chose, un enjeu majeur. 0, on a dit comme ça, 0. Donc, cas déclarés à la date du 24 avril. Nous allons donc discuter de cette éventualité. Et puis, second sujet, il s'agit de l'affaire des magistrats et de l'État burkinabé autour donc, des coupures de salaire. Avec eux également, nous discuterons. Et puis, en international, ce sera la Côte d'Ivoire avec ce procès remporté au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les pro-Soro, les poursuites judiciaires contre Soro et ses collaborateurs. Donc, nous allons revenir sur ce sujet-là avec mes invités sur ce plateau. Maître Kelem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est donc président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, maître, d'être sur ce plateau. Et puis, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste. Il est journaliste et en ce moment, il est donc au ministère de la Communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, juste à gauche de Mamadou Ali Compaoré, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Avec vous, donc, nous allons passer en revue ces différents sujets qui marquent l'actualité. Parlons pour commencer avec le Covid-19, donc cette pandémie-là qui continue de faire son bon nombre de chemins au Burkina. On va donc tout de suite regarder les chiffres. 629 cas. 442 guéris et 41 décès. Le taux de létalité est toujours important au Burkina, mais on note quand même, Parfait Silga, qu'au dernier bilan, il est ressorti de la part, en tout cas, des autorités sanitaires, qu'il y a eu 0 cas confirmés après, sur l'échantillon de 48 ce 24 avril. Est-ce que ça voudrait dire que ça ne contamine plus au Burkina? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas significatif pour dire que maintenant c'est bon. Non, je pense qu'il faut toujours garder une certaine prudence. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'on a maintenant 4 laboratoires qui peuvent faire les tests. Donc, il faut souhaiter qu'il y ait de plus en plus de tests et que, bon, à un moment donné, cette tendance puisse effectivement se renforcer. Afin que, bon, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, l'espoir puisse véritablement renaître. Est-ce qu'on peut parler de tendance véritablement quand on regarde au niveau de l'échantillon? On a 48 simplement comme échantillon voulu. Est-ce que ce n'est pas trop minime pour ne pas aboutir à 0? Ce que j'ai dit, on ne peut pas parler de tendance pour le moment. Parce que ce chiffre 0 cas confirmé ne peut pas être significatif. Il faut que ces chiffres-là puissent se répéter sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour qu'on puisse dire la tendance est à la baisse. Et effectivement, on a parlé aussi du nombre de tests. Je venais de parler de laboratoire. Si nous observons sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, qu'on a 100 tests par jour et que pour ces tests, il y a un nombre peu élevé de cas, on peut commencer à parler de tendance. Mais pour le moment, c'est difficile de dire avec 41 tests, 0 cas, c'est difficile de parler de tendance pour le moment. 48 échantillons analysés. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que les 48 échantillons, il n'y a que 16 cas seulement suspects en réalité, mais les autres, ce sont des contrôles de personnes déjà connues comme déjà malades. Oui, mais bon, moi, vous savez, les chiffres, pour les manipuler, si je me resitue dans le passé, c'est-à-dire que la population de 48, c'est-à-dire antérieurement, sur une échelle même peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, ça ne dépassait pas ces proportions-là. C'était globalement les mêmes proportions d'échantillons, de personnes peut-être suspectes, des cas suspects, peut-être 24, 20 ou personnes qui sont peut-être testées, et sur les 20, il y a peut-être 16, 14. Bon, mais ce qui est sûr, c'est un indicateur. Le nombre de cas confirmés est un indicateur. Maintenant, comme il a dit, il faut voir comment ça va évoluer dans la durée. Et c'est si ça évolue dans la durée,
Ça va. Mais maintenant, aussi, toute chose étant par ailleurs, ceteris paribus, comme les latins disent, est-ce que les conditions de test ont changé? Ça, on ne sait pas. Peut-être que s'il n'y a pas eu, si c'est les mêmes paramètres qui sont restés et qu'on aboutit déjà à ça dans la durée, peut-être que les conditions aussi ont peut-être changé. Est-ce que aussi il n'y a pas d'autres attitudes, des comportements des citoyens eux-mêmes, à partir du moment où c'était complètement désillusionnés quant au 35-35, les gens appellent, il n'y a pas de réponse, ou il y en a d'autres qui ont commencé par exemple à tout simplement s'automédiquer. Donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui diminue le... Oui, mais on peut dire aussi que la population a peut-être pris conscience et que l'État, quand tu l'avais, il fallait prier Dieu d'abord pour que l'État puisse venir, enfin les structures officielles puissent venir te trouver dans des conditions d'être traités. Donc, à partir de ce moment, les gens peut-être ont commencé à faire intérioriser en fait peut-être des comportements. Et ça, c'est clair. Ça, c'est sûr, ça peut être joué. Il y a aussi la sortie des tradis praticiens. Et sans peut-être avoir des résultats scientifiques, on sait quand même qu'il faut requinquer donc le système immunitaire. Et dans notre terroir, il y a beaucoup de... Peut-être que les gens, certainement, certes que les comportements ont peut-être aussi été pour quelque chose aussi dans ça. Maître? Oui. Non, moi, la dernière fois, j'ai dit ici que c'est une maladie importée. Bon, il y en a qui se sont élevés contre, etc. Mais le fait est que c'est une maladie, n'est-ce pas, créée dans les laboratoires. Ça, on ne peut pas contester cela. Parce que l'être humain vit avec les animaux. Dans quel laboratoire? En Chine. C'est en Chine. Bon, donc, si vous voulez, on peut débattre de ça après. Non, le débat est posé d'ailleurs, c'est pas... Voilà, non. Le débat est posé. On a vu la sortie de Luc Montagnier, on en a parlé ici la semaine dernière. On a vu le prix Nobel japonais, j'oublie le nom, qui en a parlé, qui a accusé carrément la Chine. Ah non, ça, je n'ai pas suivi ça. Mais non, moi, je sais que ça vient de Chine. C'est eux qui ont fabriqué un produit qu'ils n'arrivent plus à contrôler, comme un sorcier n'arrive plus à contrôler les esprits qu'il a invoqués. C'est un fait comme ça. Sinon, j'ai dit ici, l'être humain vit avec les animaux depuis plus de 15 000 ans. Hein? C'est le début de cette civilisation-là. C'est-à-dire, tous les germes, etc., surtout nous ici en Afrique, tous les germes qui peuvent venir des animaux-là, on a appris à les assumer et à produire des anticorps. Donc, une maladie venant d'un animal en Afrique, ça devient suspect. Est-ce que vous avez vu? Donc, cela dit, les gens se sont aperçus que ceux qui attrapent le coronavirus, là, en fait, c'est une maladie un peu de bourgeois, c'est-à-dire ceux qui peuvent voyager, etc., tout. Donc, puisque c'est une maladie importée, alors donc, les gens se sont mis peut-être à se méfier de ces gens-là qui sont capables d'avoir le coronavirus. Donc, ça a stoppé la propagation de la maladie. Il y a eu des comportements aussi, comme on a dit, les barrières, les conduites de distance, etc. Ouais, donc, voilà, tout cela a contribué, n'est-ce pas, à la stabilisation. Actuellement, même si on ne peut pas parler de recul, on peut parler de stabilisation. Et comme j'ai eu à dire la dernière fois que j'étais sur le plateau ici, j'ai dit, il ne faut pas en faire un drame. Parce que ce coronavirus-là, surtout pour nous les Noirs qui sommes vaccinés, qui avons beaucoup d'anticorps, parce qu'on a traversé tellement de misères qu'il y a eu des médicaments traditionnels, modernes dans nos corps quand on était petits. Surtout pour nous, ça ne doit pas être, c'est pas un drame. Voilà. Donc, si on pratique les méthodes de distanciation, si on pratique le port du masque, etc., on peut lever toutes les autres mesures et ne pas avoir à craindre. Je voudrais tout de même dire que si Maître de Tambela, Maître Kielem le dit ici, ça va être comme si nous encourageons ce qu'on entend dans les quartiers. Parce que ce qu'on entend dans les quartiers, c'est ça, c'est une maladie de bourgeois. Alors que ce n'est pas une maladie de bourgeois. Maître Kielem, puisqu'on a vu des étudiants, on a vu toutes sortes de catégories, de personnes de catégories socio-professionnelles tomber malades. Donc, si on le dit, on va encourager des gens dans les quartiers dire « Oh, ça n'existe pas ». Ce que Maître est en train de dire, il y a plutôt... Oui, mais on Maître entend... est en train de faire comprendre simplement que les populations ont dû constater que c'est la classe bourgeoise qui est concernée et se sont détachées. C'est ce qu'il a voulu expliquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont pris la maladie qui ne sont pas des bourgeois, ou qui ne côtoyaient pas des bourgeois. Ça aussi, vous savez. Donc, quand on regarde les 600 cas qu'on a eus, ce ne sont pas forcément des gens qui ont été en contact avec des bourgeois. Donc, mais quand on regarde quand même, il y a quelque chose de frappant. On a vu que c'était les ministres, les protocoles, les sécurités, les familles, etc. Comme on ne peut pas oublier, on ne peut pas occulter ce fait-là quand même, parce que les journalistes sont en contact avec l'élite. Ouais. On ne peut pas occulter ce fait-là que le mal a commencé en haut. Oui, on ne peut pas occulter. Mais le dire ici, comme ça, avec ces faits-là, ça veut dire que quand on prend les 600 cas, on peut dire de façon... avec des preuves à l'appui,
que la majorité, la très grande majorité là, ont été soit des bourgeois ou ont été en contact avec des bourgeois. On ne peut pas le dire, on n'a pas d'éléments probants pour le dire. C'est ce que je veux dire. Faisons attention parce que c'est ce qu'on entend dans l'opinion, c'est ce qu'on entend dans les quartiers. Oh, c'est une maladie de bourgeois. Si vous n'êtes pas dans un climatiseur, vous n'allez pas connaître cette maladie. C'est ce qu'on entend. Donc, ce genre de raisonnement-là peut être aussi un frein aux mesures. Voilà, il y a des gens qui vont dire, bon, attendez, nous, on va continuer notre vie, cette affaire de ne pas se saluer, ça ne nous regarde pas, et tout. Donc, je lui dis, il faut qu'on traite cette question-là avec beaucoup de prudence. Merci. Ali? Bon, je pense que quand on regarde ce qui se passe actuellement, il y a un petit recul quand même si l'échantillonnage n'est pas assez significatif. Je crois que les populations burkinabées prennent conscience, ou bien ont pris conscience, que cette maladie existe réellement et que ça fait des dégâts dans toutes les couches de notre pays. C'est vrai, Maître Tambela a toujours une analyse de classe de toutes les situations, mais c'est pas grave, c'est un peu comme ça. Mais ceci étant, ce qu'il dit aussi, c'est pas faux, il faut en tenir aussi compte. Voilà. Mais on ne peut pas effectivement dire tout de go comme ça que c'est une maladie de l'élite. Non, c'est pas une maladie de l'élite, c'est une maladie qui affecte tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que les Burkinabés ont pris conscience de plus en plus de l'existence réelle de cette maladie et qu'ils prennent des précautions pour ne pas que la maladie se propage. Si vous allez à Roroko, on en a parlé la semaine dernière, les gens sont à l'entrée de Roroko, ils prennent des températures, ceci, cela. Même si encore il y a des réglages à faire, ça veut dire quand même qu'il y a un effort pour essayer de stopper l'avancée de cette maladie. Mais ceci étant, les échantillons qu'ils nous ont donnés pour montrer que la maladie stoppe là, ce n'est pas assez important. Mais enfin, comme disent les sportifs, c'est bon à prendre et puis on va continuer Parce que quand on regarde 629 cas avec 442 guéris, c'est quand même plus de 2 tiers quand même de guéris. Voilà, je disais que l'échantillonnage n'est pas bon, mais quand même les résultats qu'on a, c'est intéressant. Il faut travailler à aller dans ce sens. Sylga disait comme maintenant on a 4 laboratoires pour pouvoir analyser. Je pense que de plus en plus, c'est pas que je souhaite que le nombre augmente, mais on pourra avoir des chiffres assez intéressants. Maître, vous voulez réagir? Oui, juste une précision. Il faut être clair, cette maladie-là, ce n'est pas comme la malaria qui vient de chez nous, etc., la dysenterie, ou le choléra. C'est une maladie qui a été importée. Et importée par la classe dirigeante. Donc c'est une maladie de bourgeois. Ce qui ne veut pas dire que une maladie de bourgeois ne peut pas affecter n'importe quel autre. Voilà, il suffit de s'approcher de cette personne. Quels sont les premiers qui ont été malades? C'est les ministres et les consorts. C'est eux qui l'ont introduit ici. Donc c'est une maladie de bourgeois. Ça, on ne peut pas contester. Maintenant, il faut prendre les dispositions pour que ça n'arrive pas toute la population. Voilà. Sinon, pour ce qui concerne l'origine, quand c'est le paludisme, on dit voilà, c'est une maladie tropicale. Voilà. Quand c'est la dysenterie, voilà. Quand c'est le choléra, voilà, etc. Mais ça, ce n'est pas une maladie qui est venue de chez nous. Ce n'est pas notre sol qui a généré ça. C'est venu c'est des gens qui ont colporté ça venir ici. C'est ça. Donc l'origine là est bourgeoise. C'est ceux qui ont la possibilité de sortir et de rentrer par certains moyens qui ont introduit ça ici. C'est pour ça que moi j'avais préconisé la fermeture des frontières. On ferme les frontières, on applique les mesures barrières et maintenant on lève les contrôles entre les quarantaines des villes, tout ça là. Vous allez voir que la maladie ne va plus se propager. Mais il y a les quarantaines aujourd'hui qui sont là. Non, c'est pour appuyer son raisonnement. Mais maintenant, c'est sûr que le virus n'a pas de passeport, des trucs. Ça peut attraper n'importe qui une fois qu'il rentre. Donc, ce point-là, il est cohérent. Il est même d'ailleurs démontré par certaines analyses dans le domaine médical que de plus en plus, la maladie est en train de décrocher du sommet vers le bas. Donc, ça veut dire qu'elle est en train maintenant de rentrer à la bas. Alors, on va regarder, par exemple, un autre élément important, c'est par exemple, là, on est en train d'avancer sur, par exemple, le cas de guéris, etc. On parle d'échantillons, mais jusque-là, on n'a pas encore vu ce qui a été une mesure en train d'être prise, la massification, comme on dit, des tests. Le dépistage massif. Est-ce que ça n'aiderait pas mieux cette situation? C'est une question de moyens. Vous savez, quand vous voulez tester, c'est des options. Il y a certains pays, je pense, scandinaves, qui ont opté, et même la Corée du Sud. Mais ça demande aussi une question de moyens. Mais maintenant, même en France, le débat est de savoir à partir des critères pour pouvoir tester les gens. Mais le débat s'oriente vers plutôt ceux qui présenteraient des signes. Parce que comme vous savez aussi, il y a des contraintes. On dit que vous pouvez avoir la maladie sans
Tant que vous n'avez pas déclenché le processus, même si vous faites le test, il sera négatif. Donc, je sais qu'en France, actuellement, les débats, c'est que, bon, peut-être tout, maintenant, tester automatiquement tous ceux qui présenteraient les signes, que ce soit la grippe ou autre, parce que vous pouvez avoir d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais bon. Donc, ça peut être une option, parce que, bon, avoir un test, on ne pourra pas avoir les moyens de tester systématiquement tout le monde, mais on peut déjà limiter les dégâts. Par exemple, ceux qui ont la fièvre, ceux qui ont les signes de la grippe ou bien... Oui, mais là, il faudrait encore que certaines officines, qui ne soient pas forcément le mécanisme mis par l'État, mais que les officines, les cliniques privées puissent le faire. Mais il y a eu beaucoup de structures citoyennes, notamment Covid, citoyennes et autres, qui ont proposé. Et je pense que l'État, quand même, prête une oreille très attentive. Et dans cette lutte-là, il faut décentraliser, et même au niveau des régions, au niveau des structures privées. Ça peut être des structures conventionnées. Vous savez, il y a des structures qui sont subventionnées par l'État. Ils peuvent venir. Sinon, l'État tout seul ne peut pas. Ça, c'est clair. Et c'est la seule façon d'obtenir des résultats probants, c'est de tester le maximum. Mais maintenant, il faut peut-être définir et circonscrire de façon à être efficace. Sinon, ça ne sert à rien d'aller tester des gens qui sont porteurs sains ou qui ne développent pas les signes. Alors, parfait. Je voulais dire, effectivement, l'option est faite dans plusieurs pays de tester, en tout cas de façon massive, un certain nombre de populations, mais avec des critères bien précis. Même en Corée du Sud, qui est vu un peu comme le pays où on a fait le plus grand nombre de tests, un peu, il y a eu des critères qui ont été définis. Sauf que, même dans ce cas, il y a des problèmes, en fait, de disponibilité des tests aujourd'hui. Quand vous regardez sur le plan mondial, tout ce qu'on dit, bon, on a vu des anecdotes de masques qui ont été achetés à l'aéroport, mais au niveau des masques, au niveau des tests, il y a même une pénurie. Et donc, même si le Burkina décide de le faire, j'imagine le temps que ça mettra pour que les tests puissent être... Oui, mais est-ce que les officines privées ne peuvent pas le faire? Pourquoi on n'admettrait pas les cliniques, par exemple, qui peuvent avoir les circuits aussi d'approvisionnement? Non, ce n'est pas seulement au niveau des tests qu'il faut qu'il y ait la jonction entre le public et le privé. Même au niveau de la prise en charge des cas, aujourd'hui, quand vous regardez dans les pays qui sont les plus touchés, ce n'est pas seulement l'hôpital public qui soigne les malades du Covid. C'est aussi les cliniques. Et pour que les cliniques là, puissent effectivement faire ce travail, il faut qu'à un moment donné, que ce soit les pharmacies, que ce soit les cliniques, qu'elles puissent avoir effectivement l'autorisation de pouvoir commander les tests. Bon, pas les tests rapides, parce que l'expérience a démontré qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des tests rapides, mais d'autres types de tests pour que effectivement la prise en charge puisse être vraiment adéquate. Concernant les tests, c'est vrai que ici, c'est les PCR qui sont avec des réactifs, mais il y a aussi la possibilité de faire des tests à partir de la sérologie. Bon, je pense que j'ai lu quelque part que l'équipe chinoise proposait peut-être d'aller vers ces pistes. Non, mais Ali, pourquoi donc jusque-là, on en parle, mais la question d'arrimer le privé au public, pourquoi l'État veut monopoliser cette gestion, cette riposte-là? Ça, c'est une grande question, une grosse question que vous posez, parce que sur la question, on a déjà débattu sur la question de comment vaincre cette pandémie, c'est-à-dire mettre ensemble toutes les énergies, toutes les intelligences qu'il y a dans notre pays. Et à l'époque, je crois, moi-même, j'avais dit qu'il fallait que le gouvernement rassemble tout le monde, tous ceux qui sont intéressés. Je crois que Faustin a parlé des tradipraticiens. On vient de dire ici qu'il y a 4 laboratoires qui sont fonctionnels. Donc il faut que l'État essaie de décentraliser pour que certaines structures qui ont les moyens de se procurer le matériel nécessaire pour faire les tests, des structures privées puissent le faire. Parce que si l'État veut étatiser encore cette affaire de maladie, je crains qu'on ait des difficultés à faire un nombre important de tests. Mais enfin, il faut mettre un système de telle sorte qu'il y ait une jonction entre le secteur privé et le secteur public pour que non seulement au niveau des tests, on ait un centre pour centraliser les données, mais également au niveau des traitements, qu'on ait un centre aussi. Tant qu'il n'y a pas de jonction, bon, les chiffres vont aller de... Alors, on va rentrer un peu sur le terrain de la communication.
rapidement après donc cet échantillonnage qu'il y a eu et ces analyses qui ont donné 0 cas confirmés, on a vu une évolution dans la communication du gouvernement qui laisse peut-être voir que le gouvernement s'autosatisfait. Et est-ce qu'on ne craindrait pas qu'un jour, ou d'ici là, on décrète la fin de la contamination au Burkina? Parce qu'on regarde un peu. Le gouvernement dit, le gouvernement salue la mobilisation communautaire autour du respect des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Les messages auparavant, il y avait toujours une exhortation à. Le gouvernement sait compter sur la mobilisation communautaire dans le respect des mesures. Le gouvernement exhorte tout un chacun à se protéger. Le gouvernement rappelle que seule la mobilisation communautaire. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un changement de temps de communication qui... Bon, allez-y. Oui. Le gouvernement salue. Est-ce que ça voudrait dire que c'est fini, le gouvernement est s'auto-satisfait de ce que tout le monde a fait et donc c'est fini? Non, je pense que celui qui aurait la mauvaise idée de penser que c'est fini, ce serait vraiment grave. Par contre, j'ai vu la semaine dernière que le secrétariat permanent de lutte contre les IST et le sida a lancé une campagne de mobilisation communautaire. Parce qu'en réalité, quand on regarde la lutte contre le sida, ce qui était l'exemple au Burkina Faso, c'est effectivement la mobilisation communautaire à travers les organisations à base communautaire qui sont impliquées, qui sont dans les 13 régions du Burkina Faso, qui touchent toutes les catégories socio-professionnelles d'individus au Burkina Faso. Et donc, je pense que c'était effectivement intéressant qu'il y ait cette mobilisation communautaire. Peut-être que c'est cet exemple, c'est cette expérience que le gouvernement salue. Mais je crois qu'on est très, très, très loin de dire que, bon, on est content parce que... Oui, mais c'est écrit ici, le gouvernement dit que le gouvernement salue la mobilisation communautaire. Mais la mobilisation... Il n'y a pas d'exhortation. Non, la mobilisation communautaire pour dire qu'effectivement, on voit de plus en plus d'associations qui s'impliquent pour dire... qui s'impliquent dans la sensibilisation des populations. Ali. Pour moi, c'est ça. On est vraiment très loin de... Je pense qu'ici, bon, en termes de communication, c'est toujours le choix des éléments de langage. Et à ce niveau, chaque fois, le gouvernement n'arrive pas à trouver les mots justes pour pouvoir communiquer. Donc, c'est ce qui fait que, quelquefois, il y a un amalgame. On a l'impression que, bon, le gouvernement ne comprend pas ou bien botte un peu en tout. Sinon, peut-être que le gouvernement a voulu dire ici qu'il salue la mobilisation communautaire autour de la lutte contre cette maladie, mais je ne crois pas que le gouvernement salue ici une certaine régression, parce que régression, il n'y en a pas encore, la tendance n'est pas encore régressive et nous sommes encore au milieu de l'eau et nous nous battons pour nous en sortir. Maintenant, ça, il faut toujours le rappeler, les éléments de langage utilisés par le gouvernement pour s'exprimer assez souvent ne sont pas assez ne répondent pas à la situation, et ce qui fait que son discours est toujours mal compris ou bien quelquefois rejeté totalement. Moi, je pense que c'est peut-être l'idée qu'il y a quand même une évolution positive en ce qui concerne la participation des communautés, parce que ça a été au début, c'était très lent. Et vous savez quand même, quoi qu'on dise, les grands centres de regroupement, même les religieux, tout le monde s'est mis. Et ça a quand même une participation qui a quand même contribué à lutter efficacement contre donc la propension de cette maladie. Je pense que c'est peut-être l'idée. L'idée ici, c'est de saluer peut-être cette participation-là communautaire. Mais sinon, c'est clair qu'on est loin du compte. D'accord. Alors, on continue très rapidement avec un aspect aussi qui est lié à ça. C'est la reprise des classes d'examen, par exemple, par téléenseignement. Ça a été donc décidé par le ministère qui se prépare donc à cela. Les classes d'examen vont à travers la télé, les élèves à travers la télé, à travers la radio, à travers aussi des documents numériques pourront donc suivre des cours. J'ai suivi effectivement le ministre Ouattara qui a articulé donc son plan de riposte sur 2 axes. L'autre axe était donc l'utilisation des TIC pour donc continuer donc l'éducation, et l'autre volet qui est encore en suspens, c'est l'ouverture donc des classes. Bon, maintenant concernant donc l'utilisation des nouvelles technologies. Bon, vous savez, ça m'a donné l'idée encore d'une improvisation. On ne se lève pas du jour au lendemain pour décider que bon, on va utiliser l'INTIC et puis
Avant, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Est-ce que l'environnement est propice? J'ai bien vu, il a parlé des ouvrages qui allaient être distribués. Mais les annales. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, même en situation même hors Covid, il y a des régions qui reçoivent même pas les annales, ça n'arrive pas. Et donc, n'en parlons pas dans une situation d'urgence comme ça. Bon, il faut avoir les produire. Et ça aussi, je pense qu'il faut, parce qu'il faut de la matière, la ressource, en fait, il faut la reproduire. Et l'environnement, c'est bien la radio, la télé, les réseaux. Je pense justement, est-ce qu'on peut penser, maître, est-ce qu'on peut penser que tout le monde a un poste téléviseur ou un poste radio, dans chaque ménage, il y en a, ou quand il y en a, les élèves pourront avoir accès, ou est-ce que les élèves seront réellement dans un contexte préparés pour ça, est-ce qu'ils seront réellement attentifs? Non, moi, je pense qu'il raisonne à partir de Ouagadougou, donc à partir de ses réalités à lui, et non à partir des réalités du Burkina Faso. Parce que quand vous allez dans les campagnes, bon, il y a combien de foyers qui ont de la télévision? À moins que le gouvernement ne décide, n'est-ce pas, de mettre des postes de téléviseurs à la disposition de toutes les classes d'examen. Des élèves des classes d'examen. Des élèves des classes d'examen, soit au niveau de leurs écoles, soit au niveau des structures communautaires, etc. À moins que ce ne soit comme ça. Parce que ce n'est pas évident que tous les élèves qui sont en classe d'examen aient à leur disposition, n'est-ce pas, les moyens nécessaires pour pouvoir suivre cela. Et deuxièmement, bon, c'est vrai que bon, c'est un pis-aller. C'est le moindre mal, parce que bon, suivre des cours, n'est-ce pas, à distance, ce n'est pas la même chose que quand vous avez l'enseignant en face de vous. Donc, ce sera un autre problème. Alors, donc moi, je pense que dans la mesure où les autres élèves ne vont pas à l'école, ne vont pas en classe, ça libère des locaux. Donc, on peut carrément effectuer une rentrée normale, un retour normal des élèves en classe d'examen, en classe, et puis pratiquer la distanciation, puisqu'il y aura plus de locaux disponibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il y aura plus de locaux disponibles. Donc, on peut recevoir les élèves en classe d'examen et puis pratiquer la distanciation en profitant des locaux des autres classes qui sont disponibles et puis faire les cours normalement. Voilà. Sinon, cette histoire de télé-enseignement, etc., et sans oublier que ce n'est même pas... Bon, ce serait une expérience, il faut trouver un début, mais est-ce que les mentalités sont préparées? Voilà. Est-ce que les élèves seront aussi studieux que ça? Alors, si tu n'as pas de téléviseur chez toi et puis tu pars chez le voisin pour suivre, est-ce que ce sera dans les meilleures conditions, etc. Donc, de toute chose, il y a un début. Voilà. Donc, bon, moi, je pense que bon, on peut carrément pratiquer un retour normal en classe, du fait que les autres élèves ne vont pas venir, ils vont libérer des lieux et on fait le cours normalement. Alors, et puis, il se pose aussi le problème dynamique. Est-ce que quand un élève... d'accord, un élève... Il a cité l'exemple des méthodes CLAD en 69. Nous-mêmes, à l'école primaire, nous avons suivi, mais à la radio, il y avait des heures. Mais le maître était là, en fait. Tout à fait. Maintenant, ici, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, en fait. Parce que là, en son temps, les enfants étaient tous là. Il y avait un poste téléviseur, il y avait un enseignant. C'est ça. Mais ici, c'est l'enfant qui est seul à la maison. Parfait, Silga. Moi, en tout cas, les informations que j'ai obtenues sur le sujet, je n'ai pas la même perception que vous. Parce que je ne crois pas que les cours à distance remplacent l'enseignement. Ce n'est pas sur la base des cours à distance qu'on va évaluer un élève. Ce n'est pas comme ça que j'ai compris. Ce n'est pas ce qui a été dit. Ce que j'ai compris, ça fait déjà presque 2 mois que les enfants sont à la maison. Et si on y prend garde et que les cours reprennent un jour, ce décrochage-là peut être très mauvais. Ça peut contribuer et véritablement à baisser le niveau des élèves. Donc, les cours à distance, les cours par la radio, par les réseaux sociaux et tout, constituent en fait une stratégie pour que les enfants ne décrochent pas. C'est-à-dire, c'est une stratégie qu'on utilise on les maintient en éveil pour les maintenir avec les enseignements en cours. Mais le plus important, c'est de reprendre les cours là pour qu'on arrive aux examens. Pour moi, comme Maître Kilem l'a dit, c'est une expérience qu'il faut tenter. Mais on va avoir beaucoup de défis à relever. C'est le défi de la disponibilité même des outils. C'est le défi aussi des curricula. C'est quel contenu on va donner par la radio. J'ai appris que bon, il y a présentement des enrichissements qui sont faits. Est-ce qu'on peut enseigner les mathématiques à la radio ou à la télévision pour des formules que l'enfant ne comprend pas, il demande à qui? Justement, on a tous dit ici, c'est l'aspect dynamique. Et c'est comme pour dire, ça ne pourra pas remplacer cet échange, ce qui est vivant entre un enseignant et un élève. Mais c'est au moins pour pouvoir maintenir
Ce qui me semble important, c'est maintenir le lien entre l'élève et l'enseignement. Et puis, quand les choses vont démarrer maintenant dans les classes, on espère que on espère que véritablement les enfants seront dans les cours, ils seront dans les enseignements, et puis on va poursuivre vers la fin. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ali, il se pose beaucoup de questions au niveau pédagogique, au niveau de l'adaptation des enfants, au niveau même de l'accessibilité. Est-ce que tous les parents ont le matériel à la maison? Mais à la lumière de tout ce qui est en train de dire, est-ce qu'à la fin, au retour à l'école, est-ce qu'on n'aura pas deux niveaux d'élèves? Ceux qui ont parmi eu la chance de suivre ce cours à distance et ceux qui n'ont pas du tout suivi ce cours à distance. Bon, il y a ce risque effectif qu'un enfant qui n'a pas la télé ou bien qui n'a pas la radio, encore que bon, on me dira qu'avec les téléphones portables aujourd'hui, on peut écouter tout ça. Bon, donc, dans tous les cas, il y aura un petit hiatus entre ceux qui ont pu suivre et ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce que les enfants devant la télé, devant la radio, ou avec leur portable, ou bien devant un instituteur, ils ont la même assiduité, le même comportement? Tout ça, là, ça sera à voir. Maintenant, à côté de cela, il faut aussi, moi j'ai vu que le ministre a reçu du CSC, le Conseil supérieur de la communication, une fréquence pour pouvoir émettre. Donc, les choses vont assez vite, mais pour pouvoir émettre, il faut aussi déjà du matériel. Est-ce que cette fréquence émet à quel rayon? Bon, ça, est-ce que c'est Ouagadougou uniquement? Je ne suis pas rentré trop dans les détails. À 300 km de Ouagadougou. Voilà. Mais à mon avis, avec la TNT, certainement que cette fréquence va émettre sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc, s'ils émettent sur l'ensemble du territoire national, il va falloir qu'il y ait des techniciens pour ça, parce que c'est un autre type de réalisation qu'il faut faire. Vous êtes sans ignorer que la réalisation d'un match de football, ce n'est pas la même chose que la réalisation d'un journal ou bien d'un talk show, ou bien, je ne sais pas, quand il y a le Tour du Faso, les gars qui réalisent le Tour du Faso ne sont pas dans les mêmes conditions que ceux qui réalisent un match de football. Donc, il faut encore un certain nombre de personnel pour le faire. Et puis, je voulais dire, bon, alors que si on donne une fréquence pour pouvoir faire ça, il faut faire des bâtiments. Alors que moi, j'avais déjà dit sur ce plateau, si je n'aime pas dire chaque fois j'avais dit, mais je le répète parce qu'on nous accuse de ne pas faire de propositions. Je le répète, j'ai dit au tout début, j'avais dit que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, il serait bon que le ministère de la Santé, le ministère de la Communication reçoivent les dirigeants des entreprises de presse, des organes de presse, pour essayer de revoir les programmes et les programmations. Peut-être que cela nous aurait évité un certain nombre de choses, mais là, le ministre Ouattara a décidé d'avoir sa propre fréquence et d'émettre. Bon, on va voir ce que ça va donner pour ne pas qu'on nous accuse. D'accord. Alors, Évariste, avant de te donner la parole, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont fait une option alternative. Il s'agit de calculer donc l'année, valider l'année sur la base des deux trimestres et de permettre un retour à l'école, bien sûr, avec les conditions, comme elle le disait, des élèves en classe d'examen. Pourquoi aussi au Burkina, il y en a aussi qui ont proposé, par exemple, qu'on anticipe, par exemple, les vacances, histoire de rattraper plus tard. Est-ce qu'on ne gagnerait pas plus en allant dans ce sens-là? C'est le ministre Ouattara et le gouvernement qui peuvent vous expliquer ce que le Burkina gagne à travers leur option, alors qu'on a deux options très intelligentes et très faciles à mettre en œuvre et sans forcément grand coup, parce que tout le monde sait, comme Parfait le disait, les enfants sont en vacances depuis quasiment 2 mois, pratiquement. Donc, soit on essaie d'évaluer ce qu'ils ont fait avant qu'ils ne partent et on remodifie le calendrier. Bon, maintenant là, il semble que nous sommes dans un autre scénario. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est un choix? De toute façon, il arrivera bien à l'expliquer, quand bien même on n'arrive pas à avoir l'efficacité, parce qu'on se dit quand même qu'il y a d'autres possibilités plus efficaces. Mais maintenant, si eux, ils optent pour ça, ils doivent avoir leur raison. Maintenant, c'est vrai, pour revenir pour cette histoire de fréquence, je suppose que la nationale, puisqu'ils ont aussi tenu compte du contexte sécuritaire. Et je crois comprendre que ça pourrait aussi servir pour toucher les enfants des zones très troublés par des problèmes de questions de sécurité. Alors on termine sur ce sujet du Covid-19 avec un élément qui est un peu extérieur au Burkina, mais qui est africain. Il s'agit donc de ce remède-là, Maître,
panafricanisme oblige. Le président malgache s'est mis donc au devant donc d'un mouvement culturel, on va dire comme ça, du point de vue médical, avec son remède Covid organique qui a été donc lancé et qui a été aussi soutenu par des présidents comme Macky Sall, Félix Tshisekedi, et puis le gouvernement américain qui alloue 2,5 millions de dollars à Madagascar au moment où l'OMS tente de tout simplement rejeter ce produit-là. Oui, mais je crois que le président malgache a dit que son médicament est préventif et pas curatif. C'est pour prévenir. Et curatif, il a Les deux. Ah ouais, les deux. Curatif également. Ok, tant mieux. Ceux qui étaient malades ont bu et ceux qui ne sont pas malades ont bu. Donc, c'est l'association, n'est-ce pas, de la pharmacopée traditionnelle à la médecine moderne. Et donc, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier nos traditions. Cela dit, il y a un problème qui est là, parce que la pharmacopée, c'est un peu empirique. Alors, donc, on ne sait pas quels peuvent être les effets secondaires, etc. Donc, moi, je comprends tout à fait les réserves de l'OMS par rapport à ça. Parce que l'OMS n'agit pas dans l'émotionnel, mais dans le rationnel. Donc, à l'OMS, ils sont des scientifiques. Et pour un scientifique, il faut des preuves. Et la preuve veut dire que la répétition est possible. Donc, si l'OMS soutient un produit et qu'après, il se révèle que ce produit a des effets secondaires qui peuvent parfois être plus graves que la maladie, alors quelle sera la position de l'OMS et des agents de l'OMS qui auraient soutenu ce produit à son début? Vous vous rappelez par exemple des implants mammaires qui ont causé après des cancers, etc., et qui ont provoqué des troubles, n'est-ce pas, par rapport à la structure qui fabriquait cela. Donc, ça fait qu'une structure scientifique comme l'OMS, tant qu'elle ne peut pas vérifier les tenants et les aboutissants d'un produit, elle ne peut pas donner son accord officiellement pour la pratique de ce produit-là. Donc, pour moi, ce sont des réserves. Ce n'est pas nécessairement une opposition, mais ce sont des réserves. Bon, il y en a qui disent que, par exemple, l'OMS est soutenue par des firmes capitalistes, donc l'OMS fonctionne dans cette vision, etc. Bon, c'est normal. Toute structure vise, n'est-ce pas, à la rentabilité et à l'efficacité. Voilà. Mais pour viser la rentabilité et l'efficacité, il ne faut pas voir seulement le court terme, mais il faut voir aussi le long terme. Et ce n'est pas dans l'affaire de l'OMS d'approuver un produit qui, après, peut se révéler inefficace et même nocif. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, c'est dans ce sens que moi, je vois, par exemple, l'opposition la position de l'OMS par rapport à il s'agit aussi de l'Institut malgache de recherche appliquée qui a développé ce produit-là. On a l'impression que les Africains, ou tout du moins l'OMS, ne veut pas reconnaître quelque chose qui est pur à l'Afrique, qui vient de l'Afrique, et que l'OMS, du tiers-monde, disait. Oui. Ouais. Bon, ce n'est pas plus ça. Ouais, j'ai vu une vidéo du président malgache, c'est comment on appelle, Rajouel, non? Voilà. André Rajoelina, mais ils disent Rajoelina. Bon, bref, André, le président malgache, qui parlait de son médicament, le Covid, organique, à base de Artemisia. Yes. Voilà. Bon, donc on sait très bien, l'Artemisia est connue dans le monde entier, c'est connu en Chine, c'est connu aussi, si vous entrez dans les familles au Burkina Faso, les gens commencent maintenant à planter l'Artemisia, ce n'est plus considéré comme une fleur, mais c'est devenu maintenant une plante médicinale, les gens ont comment on appelle ça, de l'artémisia chez eux qu'ils consomment. Je crois que le problème, l'OMS ne veut pas encore s'aventurer parce que l'OMS n'a pas encore les résultats des effets de ce médicament. Mais ceci étant, l'OMS aussi a validé des médicaments et puis après, on était obligé de retirer parce que ceci et cela. Donc, en fait, je pense qu'il faut quand même, dans cette situation, et ne pas rejeter du coup comme ça en attendant de trouver un certain nombre de choses parce que nous sommes dans l'urgence. Et comme on est dans l'urgence, je ne dis pas d'empoisonner les gens parce que nous sommes dans l'urgence, mais son médicament part de l'artémisia qui est bien connu. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi l'OMS, qui a tous les moyens, ne peut pas en une fraction de seconde prendre une bouteille de Covid, comment on appelle cela, organique, et puis tester, et puis nous dire, bon, attention, si vous buvez ça, voilà ce à quoi vous êtes confrontés. Mais ils sont en train de rejeter le médicament des Malgaches
Bon, or, pourtant, je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de rejeter un médicament, mais c'est de prendre le médicament et d'essayer de l'analyser pour voir, parce qu'effectivement, les Malgaches se sont toujours soignés également. Parfait, Sylvain, le Sénégal qui s'est même avancé pour faire passer commande au niveau auprès des Malgaches pour sa population. Et puis les Américains, une sorte de chassé-croisé, les Américains qui privent de l'OMS de leur financement et les Chinois qui vont donc prendre la place des Américains pour financer l'OMS et les Américains aujourd'hui qui octroient un financement important à Madagascar. Est-ce que tout ça, ça ne montre pas une sorte de guerre des lobbies, guerre des puissances? Oui. Pour le Sénégal, il faut faire attention, ce n'est pas une commande, c'est ce que j'ai compris. Le président sénégalais a plutôt évoqué l'idée d'avoir le produit à sa disposition pour tester. Maintenant, par rapport au président malgache, il faut ajouter que même dans son pays, il y a une opposition contre ce produit. J'ai suivi effectivement le président de l'université qui a évoqué en tout cas un certain nombre de réserves. Vous savez, pour l'OMS, c'est assez compliqué de pouvoir valider un produit comme ça sans un protocole bien déterminé parce que la responsabilité va leur incomber, va leur retomber sur la tête si par la suite il y a des effets secondaires très graves sur les individus. Mais moi je suis tout à fait d'accord que les Africains, en tout cas avec toutes les réserves, si on arrive à lever toutes les réserves là, les Africains peuvent effectivement... Est-ce qui va lever donc ces réserves quand on connaît la position des firmes internationales et leur même issue, par exemple, des organismes comme l'OMS et tout cela? Est-ce que les Africains vont attendre qu'on lève des réserves pour pouvoir valoriser leur potentiel? Ce que je voulais dire, on ne va pas attendre que l'OMS lève ses réserves. Mais en Afrique, on a des centres spécialisés. En Afrique, on a des centres spécialisés qui peuvent effectivement s'auto-saisir et effectivement arriver à déterminer que ce produit qui a été effectivement élaboré à Madagascar là, peut effectivement être bon. C'est ça. Évariste, très rapidement sur ce sujet. Oui, bon, la guerre entre les États-Unis et l'OMS, c'est ce qui explique peut-être le fait que Trump décide d'envoyer de l'argent. Mais quand tu as pensé que les Chinois vont remplacer les Américains dans la contribution, j'attends de voir. Mais en fait, il faut dire que ce qui se passe ici, c'est vraiment déplorable. C'est comme si on ramène même dans notre contexte, il y a un médicament qui a été cité, la pivirine, et qui est utilisé depuis 20 ans. Mais vous savez, le débat, en fait, c'est quoi? C'est sur la méthodologie. Mais on a des instituts de recherche. C'est cela, ici, la dernière fois, nous avons dit que nous n'avons pas l'impression que nos chercheurs cherchent. Ici, mais ça coûte depuis 20 ans un médicament qui existe. On a des instituts de recherche appliqués. Mais il suffit de respecter les protocoles qui sont universels et scientifiquement bien définis et on aboutira à des résultats. On aurait pu, mais au lieu de ça, on a laissé, et à la faveur d'une crise, d'une épidémie, on remet ça sur la table. Quand on regarde à Madagascar, ceux qui s'élèvent contre en interne font face donc à un travail qui a été fait par l'Institut malgache de recherche appliquée. C'est l'Académie de médecine, nationale de médecine, Non, en fait, le débat porte sur le respect des protocoles. Parce que vous savez, en fait, les reproches essentiels que les scientifiques font à la pharmacopée, c'est parce qu'un produit, il faut l'étudier pour voir sa nocivité sur l'organisme. Il y a une question de dosage. La pharmacopée, c'est très bien, les tisanes. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel degré ça peut impacter même les reins et tout. Tout ça, c'est scientifiquement, il faut l'étudier dans un contexte bien sécuritaire et tout. C'est ce qui manque. Bon, maintenant, on a les organes, les structures en place. Ça coûte quoi de reprendre en fait les études en respectant les protocoles. Et c'est ce que les Africains n'aiment pas faire. D'accord. Et la science a ses méthodes. Merci à vous. Avec les appels, on pourra revenir sur ce sujet un peu plus par le temps. On va évoluer sur le second sujet. Il s'agit de l'affaire des magistrats contre l'État burkinabé. Il est question simplement ici de coupures pour fête de grève ou coupures, en tout cas des retenues de salaire qui ont été faites. Mais le débat, il est beaucoup technique au niveau des magistrats parce qu'on a vu des choses, des saisines par exemple du tribunal administratif Ouagadougou, tribunal administratif Boromo, tribunal administratif Bobo-Dioulasso, avec des verdicts un peu sensiblement différents. Alors, maître, sur cette question.
Quoi? Les avocats sont opposés un tant soit peu aux magistrats dans cette affaire quand même. Non, pas tellement. Hein. Bon, mais de quoi il est question? Non, mais que les gens puissent comprendre en français facile. Il faut dire que moi, je ne suis pas dans le dossier. Hein. Donc, ce que je sais, c'est ce que le profane sait aussi. Je pense que, bon, comme en tant qu'avocat, il y a eu un mouvement de magistrats qui consistait non pas à rester à la maison, mais à venir dans leur bureau et à renvoyer les dossiers. À ne pas trancher. À renvoyer les dossiers, quoi, à ne pas travailler. Bon, c'est-à-dire, quand vous allez à l'audience, par exemple, on retient votre dossier, vous débattez, etc. On vous donne un jour, vous venez, on vous donne la décision. Donc, quand ils viennent, bon, on ne retient pas les dossiers, on renvoie tous les dossiers à une autre date. Même si les dossiers qui avaient déjà été mis en délibéré, on ne vous donne pas la décision. Donc, la rétention de la décision, est-ce que vous voyez? Mais ils viennent dans leur bureau, mais ils ne font pas tout à fait le travail qu'ils auraient dû faire. Est-ce que je comprends? Donc, je pense que c'est suite à ça que le ministère, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, de retenue. Ce n'est pas coupure de salaire, c'est des retenues. Des retenues sur le salaire en fonction des jours non travaillés. Et donc, contre ça, maintenant, des magistrats ont saisi le tribunal administratif pour ordonner, n'est-ce pas, à ce que ces coupures-là cessent. Voilà ce qui a entraîné, n'est-ce pas, la saisie, n'est-ce pas, des tribunaux administratifs un peu partout dans le Burkina. Oui, mais dans le fond, dans la forme aussi, les magistrats posent un problème parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi, parce qu'il n'y a pas de liste, voilà, dans les pièces du dossier, par exemple. Ils ont écrit pour demander, ils ont voulu comprendre, la saisine, en fait, excusez-moi, des tribunaux administratifs, c'était pour comprendre pourquoi et comment est-ce que on a procédé donc aux coupures. Donc, puisque c'est sur là, ils ont écrit à la solde. La solde n'a pas répondu, je pense, aux magistrats. C'est l'intersyndicat qui a aussi écrit à la solde, qui a reçu une réponse pour dire que c'est la hiérarchie c'est sur l'instruction. Bon, face à ça, ils se sont adressés à la hiérarchie et ils n'ont pas eu de réponse. Quand on couvre votre salaire, vous devez quand même savoir sur quelle base on a opposé. C'est en cela que je trouve que ça ressemble plutôt à un procès en sorcellerie, puisque l'élément capital qui a servi, personne ne peut vous dire sur quelle base on a identifié les gens, sur quelle base on a coupé. Pire, il y a eu des gens qui se sont retrouvés quasiment sans salaire. Or, on sait que le salaire est un élément quand même important, puisque la loi même protège le salaire. C'est ça qu'ils ont voulu comprendre. Voilà, c'est ça qui a amené le débat. Je pense qu'il y a deux éléments. Hein. Il y a effectivement le mouvement d'humeur des magistrats qui est connu, c'est-à-dire c'est d'arriver et puis de renvoyer tous les dossiers. Mais il y a eu la grève de 5 jours qui a été lancée par les syndicats. C'est-à-dire en mars. Et donc, je pense qu'il y a les deux éléments. Et sur ces deux éléments, je pense que si vous êtes dans un syndicat et que vous rentrez dans un mouvement de grève, même si c'est un mouvement d'humeur, maintenant les mouvements d'humeur ont été qualifiés, c'est bien connu. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce que les jours que vous avez décidé de ne pas travailler, vous devez vous attendre à ce que votre salaire soit ôté. Parfait, Siliga. Je crois que jusque-là, de tout le débat qu'on a suivi, les magistrats estiment qu'ils sont bien conscients du fait que quand on grève, on est exposé à des retenues. Ils ne discutent pas de cela. Mais là, ils posent un problème de forme. Par exemple, je lis l'écrit, donc c'est une tribune d'un avocat bien connu, Arnaud Ouedraogo, qui dit « En l'absence de la liste des magistrats ayant servi de fondement aux retenues sur salaire pour arrêt de travail, l'affaire ressemble beaucoup à un procès de sorcellerie. Cette liste constitue la pièce cardinale du procès et devait tenir lieu de charpente au débat public afin de ne pas donner l'impression d'un jeu de cache-cache. Alors, il va plus loin si on va approfondir. Les questions que je me pose, lui, donc, sont plus factuelles que spéculatives. Comment a-t-on identifié les magistrats en cause? Comment a-t-on déterminé le nombre de jours non travaillés? Quelle a été la clé de péréquation des coupures? Donc, toutes ces questions sont fondamentales. Par exemple, quand on évoque la question des listes, je ne suis pas dans l'administration, mais je sais que quand il y a une grève, la direction des ressources humaines, effectivement, prend le soin de faire la liste de tous ceux qui ont fait la grève. Et cette liste, normalement, elle doit être à la disposition. Cette liste est forcément à la direction des ressources humaines. Et donc, elle doit être connue. En tout cas, je pense que c'est normalement comme ça que ça se fait dans l'administration. Donc, quand on dit qu'il y a un problème de liste, comment on a identifié ceux qui ont été coupés, on n'a même pas besoin de dire comment on a identifié. Si vous participez à une grève, même si vous participez à un mouvement d'humeur,
vous devez savoir qu'il y a dans l'administration, il y a un système. Le problème que les juges, le problème qui est posé par les Non, requérants, quand vous dites c'est que comment, quand même, c'est- il y a c'est des pas- pièces. Est-ce qu'on peut juger sans pièces? Est-ce que ça Non, peut être mais- l'imagination? Les coupures. Mais attendez, vous êtes en train de parler. Mais ce n'est- vous- D'accord, allons-y. Vous êtes en train de me demander quelque chose que je ne peux pas vous donner. Puisque c'est connu dans l'administration que si vous participez à une grève, votre nom sera effectivement consigné quelque part pour dire que vous avez participé à la grève. Qui consigne le nom? Mais pourquoi vous me demandez qui consigne la note? L'administration est bien connue. Les règles de l'administration sont connues. Ce n'est pas. Mais Et Valérie voulait retoquer. vous ne devez pas me poser la question. Vous ne devez pas me poser la question. Vous devez le savoir. Vous le savez L'arrêté d'ailleurs. portant sur la fonction publique générale dit que c'est le chef, le supérieur hiérarchique de l'agent, qui doit établir donc le constat. Or, dans ce cas d'espèce, on leur a opposé une lettre de leur ministre et ils disent que le ministre n'est pas leur supérieur hiérarchique. Puisque leur supérieur hiérarchique, c'est des juges au siège, c'est le président du tribunal. Voilà. Quand on vous écoute, c'est comme si, bon, voilà, on a coupé les salaires des C'est gens. ça, c'est exactement ça. Oui. Mais parfait, Ce n'est pas- comment on répond à ces questions précises-là, qui sont quand même des questions Mais ces questions-là importantes? doivent être dans Comment l'administration. a-t-on identifié les magistrats? Les magistrats ont été identifiés sur la base d'une liste de le présence. ministre est capable, Oui. de là où il est, d'identifier des magistrats Non, qui viennent c'est au pas travail? possible. Il y a eu une correspondance. Qui l'a du fait, cette ministre. correspondance? Il y a eu une correspondance. En fait, du justement, ministre. la question ici, c'est que Justement, les qui requérants demande- disent, Oui. disent que le ministre a fait une lettre Oui. et peut-être a annexé une liste. Oui. Mais est-ce que cette liste est opposable aux magistrats dans la mesure où ce n'est pas la liste du ministre ou le courrier du ministre qui leur est opposable? voyez- Toute la question est là. vous Est-ce que la voyez- procédure a été respectée? Vous voyez, ce que vous dites là, vous êtes en train d'évoquer des questions très techniques. Ce que l'opinion retient aujourd'hui, c'est que nous avons eu un magistrat qui est arrivé, qui a siégé seul et qui était parti dans le dossier. C'est ce que l'opinion retient. Ouais, ça, c'est- Deuxième chose, il y a des fonctionnaires dans ce pays qui ont grévé, on a coupé les salaires. Mais quand il s'agit des magistrats qui ont la toute-puissance, qui peuvent attaquer rapidement, non. D'accord. Non. Ok. Non. Ali va prendre la Vous parole. savez bien de quoi on parle. Oui, d'accord. Ali Vous va prendre savez la bien parole sur que cette question. C'est parce qu'ils sont magistrats qu'ils sont Mais est-ce que le magistrat n'est pas injusticiable? Ali Compaoré. Je crois que c'est clair. parfait. Le magistrat n'a pas droit à rentrer dans ses droits? Parfait était en train de parler, j'avais beaucoup de plaisir à l'écouter, mais il tente de nous divertir et ça ne peut pas passer. Voilà, il ne faut pas chercher à nous divertir, ça ne peut pas. Il faut quitter dedans, comme disent les enfants, parce que, effectivement, la pièce est de fournir la liste effective de ceux qui ont fait la grève. Moi, je sais qu'à la RTB, il y a même un de nos collègues qui était malade, couché à la maison, mais quand on a coupé les salaires, on a coupé son salaire, alors que tout le monde savait qu'il était malade. Moi, on a coupé mon salaire alors que je n'ai pas participé à une grève, rien du tout. Mais on a coupé parce qu'on a estimé qu'à la RTB, il y avait grève et on a frappé dans le tas. Tant pis pour tous ceux qui grèvent ou qui ne grèvent pas. Je crois qu'il est maintenant temps que la fonction publique essaie de voir exactement, trouver un mécanisme pour savoir qui a pris part à la grève, qui n'a pas pris part à la grève, afin de sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés et de laisser ceux qui n'ont pas grévé. Parce que frapper dans le tas comme ça donne un petit problème et puis les gens ont l'impression qu'effectivement c'est un procès en sorcellerie qu'on fait Ce que les magistrats reprochent, ce n'est pas le fait qu'on ait coupé les salaires. Ils évoquent des questions précises. Ils disent oui, comment on a obtenu la Mais liste. technique, est-ce que c'est comment pas on vrai? a fait Est-ce que ci. dans un- est-ce que Ce dans que un- tu dis c'est là, assez si tu simple. parles de gens qui n'ont pas grévé et qui oui. n'ont pas, mais qui n'ont pas grévé, qui ont eu leur... C'est parce que tu as dit que c'est pas le problème, c'est pas ça, mais le problème c'est. Est-ce que quand c'est un la magistrat procédure est qui- biaisée, est-ce que quand la procédure est biaisée, Ça, on ne fait pas des abus comme ça? Parfait, dit là, même toi, parfait, si on coupe ton salaire, on doit pouvoir te justifier les éléments. Oui. C'est ce qu'ils demandent, ils demandent, on a coupé, ils veulent savoir comment on a procédé, par exemple, notamment. Et ce qui est grave, parce que c'est vrai que dans l'opinion, on a communiqué pour dire que les juges se donnaient la puissance. Mais non, ce qu'on a oublié, c'est de dire que l'État a violé aussi la loi. Parce que dans un État de droit, et quand un État ne respecte pas les principes, parce que les retenues des salaires sont encadrées. Je vous ai dit que le salaire, c'est un élément essentiel de la vie. La loi protège le salaire. Quand on va couper carrément, on prend carrément tous les gens sont endettés en banque. Vous voulez que les gens vivent avec quoi?
C'est ça que je dis aussi. Ils font pas en ça grève. aussi, il faut expliquer aux gens aussi pas que en l'État... grève. Non. Alors, maître, La loi dit qu'en pareil cas, quand la quotité n'est pas respectée, on étalonne, on ne coupe pas totalement tout. On laisse quelque chose à la personne. mais est-ce qu'il n'y a pas de problème de procédure, de forme ici? Est-ce que vraiment le ministère ici a suivi la norme? Est-ce que les constats ont été bien faits? Les magistrats estiment que ça n'a pas été fait? Mais, le problème, c'est quoi? Tel qu'il ressort des discussions là, les magistrats requérants ont mal posé le problème. Il lui fallut alors attaquer la liste établie par le ministère pour faire le retenues sur salaire. Voilà. Donc, tel qu'il ressort des débats ici, si cette liste-là ne dit pas qui a fait quoi, pourquoi, etc., ça veut dire que cette liste-là n'est pas conforme et c'est cette liste Mais qu'il ils aurait, n'ont pas cette liste, qu'il justement. il aurait fallu attaquer. Ils ont demandé la liste. Ils n'ont pas la liste, la main de Tambela. Alors, maître, on va aller plus loin, ça c'est le débat technique, mais maintenant, est-ce que le magistrat, la question se pose, que le magistrat est en droit aussi de réclamer quelque chose devant la justice? Parce que la question a été montrée, on a présenté comme si, ou bien du moins on a présenté les choses comme ça, est-ce que le magistrat, il est tout puissant, c'est lui qui se juge lui-même, donc il se donne raison? Oui, bon, il faut dire qu'il y a des lacunes qui sont apparues dans la législation. Par exemple, on a trouvé des cas où, par exemple, les magistrats d'une même juridiction est en justice contre l'État. Et des cas où le juge même qui siégeait était impliqué dans le problème. Dans ce cas, l'impartialité du juge est discutable. Donc moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là. Et puis, légiférer, prendre une disposition qui dit, n'est-ce pas, qui doit être compétent dans un tel cas pour trancher. Parce qu'il n'est pas normal que ce soit les mêmes juges qui sont membres des mêmes syndicats et qui vont décider d'un problème qui les concerne eux-mêmes et qui va concerner... Il n'y a pas la loi qui... Non, mais attendez que je finisse mes développements. Et qui va prendre une décision qui va le concerner et lui et ses co-militants. Donc moi, je pense que dans un tel cas, c'est mieux de prendre une disposition maintenant, future, qui va régler ce problème-là à l'avenir. Par exemple, si vous prenez notre position chez les avocats, par exemple, en 1997, il y a eu une loi qui a été votée sur la profession d'avocat, qui n'a pas plu aux avocats. Et le bâtonnier de l'époque et le conseil de l'ordre ont démissionné, laissant le barreau maintenant sans gouvernail. Ça a été l'occasion pour qu'on légifère. Et maintenant, on a décidé qu'au cas où il n'y aurait plus, où le bâtonnier viendrait à démissionner, ou le conseil de l'ordre viendrait à démissionner, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, il y a une loi maintenant qui prévoit ça et qui comble le vide en cas de démission. Moi, je pense que cette occasion-là est donnée pour qu'on puisse légiférer pour les prochaines fois. Mais quand on regarde tout ça, est-ce que quelque part, comme le juge, Maître Arnaud maintenant le disait, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de règlement de compte dans cette maison de la justice-là? Il n'y a pas comme une sorte de clan qui s'affrontent au-delà, donc qui laissent le droit de côté et qui s'affrontent dans des règlements de compte? Bon, ça, on peut, très rapidement. Oui, on peut peut-être le penser si on prend le cas de Maître Kam, qui était lui-même juge et qui est devenu avocat. Donc, il est là face à ses anciens collègues. Il était membre, je crois qu'il a été président du SAMAB. Le SBM, syndicat burkinabé des magistrats. Syndicat des burkinabé des magistrats, qui devient juge et qui devient maintenant avocat. Donc, finalement, on peut, légitimement, humainement, on peut penser que les gens sont en train de se régler des comptes à l'intérieur du truc. Mais je ne crois pas que ça puisse être comme ça, parce que quand même c'est des grandes personnes, ce sont des juges qui sont là. Et moi je suis d'accord avec la proposition de Maître de Tambela. Je crois que à la chute du président Compaoré, les gens se sont précipités pour faire les textes parce qu'ils ont confondu lutter contre l'article 37 et lutter contre Blaise Compaoré. Donc ils ont tout foutu en l'air. Et aujourd'hui, on se retrouve maintenant dans une situation assez complexe. Je crois, et je suis parfaitement d'accord avec M. de Tambela, qu'il faut trouver un moyen pour que quand c'est le juge lui-même qui doit être devant le juge, quel juge qui le juge, pour qu'on puisse savoir qui juge le juge. Sinon, jusqu'à présent, les débats qu'ils sont en train de mener, je crois qu'ils cherchent à divertir les gens. Les juges sont en droit, les textes qui existent là, les juges sont en droit de poser
leurs problèmes devant un juge, et le juge est en droit de connaître du dossier et de trancher. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, ce que vous avez dit, c'est que, en fait, cette guerre-là, en fait, personne ne gagne, en fait, dans ça. Parce que ça affaiblit aussi l'état de droit. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense que... Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres tribunaux qui ont donné raison. Raison à l'État, à Bobo, je pense. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que forcément tous les juges sont acquis ou bien voilà, font pas leur travail. Mais seulement, cette guerre doit cesser. Parce que la justice, quand même, a sa place dans un état de droit, tout comme l'exécutif. Et contrairement à ce que les gens pensent, ça n'agrandit personne. Personne ne gagne dedans. Évariste, c'est parfait pour terminer. Est-ce que là aussi, l'exécutif aussi n'est pas aussi abusif? Est-ce que Mais si, pas fait totalement. de façon obscène les abus? Moi, j'ai des éléments pour le dire. Notamment, ils n'ont pas respecté les principes qui encadrent les retenues de salaire. Ça, c'est un. Et ça coûte quoi ils ont demandé des éléments pour comprendre. Ça coûte quoi de répondre? Le ministre aurait pu répondre. Parfait. Non, ce que je voulais dire... Est-ce qu'il fallait que l'exécutif rencontre le judiciaire pour qu'on voit qu'il y a des abus? Non. Il y a eu... Très rapidement. Trois, on a suivi le verdict Kawaga, à Bobo, à Kopela. Ça veut dire que je ne crois pas, en tout cas sur la base de ces verdicts-là, ça ne veut pas dire... je comprends qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières quelque part. Il y a le droit qui a été dit, et il y a aussi ce qu'on regarde aussi. Il n'y a pas non plus aussi la puissance des juges, comme tu as tenté d'expliquer tout à l'heure. Mais quand je dis la toute-puissance, c'est un terme que j'ai utilisé, mais ça rejoint une situation qu'on connaît ici. C'est-à-dire un juge qui est parti d'un dossier parce qu'il a lui-même son salaire coupé, mais qui monte effectivement pour décider une affaire. Et Maître Kelam a fait une très belle proposition. C'est-à-dire que cette affaire doit nous amener, doit être comme une opportunité pour que la justice puisse grandir. D'accord. Effectivement. Merci. On va terminer ici sur ce sujet-là. Et puis prendre le dernier sujet qui est international. La Côte d'Ivoire, encore, on revient avec ces poursuites engagées contre Soro Guillaume et un ensemble de députés qui sont donc ses proches, ses compagnons, etc. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donc pris une décision qui demande tout simplement de libérer, en tout cas d'annuler ces poursuites-là à l'encontre de Soro Guillaume et de ses compagnons dans les 30 jours qui suivent. Parfait, Siga. Et l'État de Côte d'Ivoire a répondu pour dire qu'il n'allait pas appliquer la décision. Donc l'ambiance est là. J'ai toujours pensé que tant que cette élection présidentielle ne sera pas terminée, Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas dit qu'il n'applique pas? Parce qu'on a vu un démenti du ministre de la Communication, Sidi Touré, qui a plutôt dit que ses propos ont été travestis et qu'il avait simplement dit que le dossier, la procédure est toujours en cours en Côte d'Ivoire. Oui, ça ne remet pas en cause. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas. Ça ne remet pas en cause le fond de ma pensée, qui est que tant que cette élection ne sera pas vidée, Guillaume Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire parce c'est un candidat qu'on ne veut pas voir sur la liste des présidentiables, de la liste. Donc, il faut tout faire pour l'empêcher d'être candidat. Donc, le processus se poursuit. On va rentrer dans un jeu de ping-pong, mais vous pouvez être sûr, non, tout sauf Guillaume Soro. Alors, maître, hormis la question des élections, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose, j'allais dire une victoire du côté des Soro, mais quand même un camouflet pour l'État ivoirien? C'est évident. Donc, si nous sommes dans un État de droit, la Côte d'Ivoire ne peut pas se dérober à ses devoirs. Elle devra s'exécuter. Vous vous rappelez que dans l'affaire Nobel Zongo, la même Cour s'est prononcée ici au Burkina Faso, là, en condamnant l'État burkinabé, qui s'est exécuté, je crois. Hein. Oui, voilà. La condamnation pécuniaire. Voilà. Donc, plutôt le journaliste, le DP de l'ouragan, qui a été aussi au niveau de la KDHP, qui a été donc une décision favorable. Voilà, qui a été Burkina s'était appliqué. Voilà. Donc, de mon point de vue, la Côte d'Ivoire ne pourra pas échapper à l'exécution de cette décision-là. Parce que si elle ne l'exécute pas, du coup, les Ivoiriens seront en droit de ne plus obéir à ce pouvoir. Les Ivoiriens qui le voudront et qui auront la capacité seront en droit de ne plus reconnaître la légitimité du pouvoir. Ça, c'est sur le plan national. Et sur le plan international, l'État ivoirien va engager sa responsabilité internationale et sa crédibilité internationale. Et nous sommes en politique, donc c'est une question de rapport de force. Toute personne pourra s'appuyer, n'est-ce pas, sur cette décision
soit pour refuser d'intervenir en Côte d'Ivoire, soit pour refuser des financements, etc. Donc ce sera une question de rapport de force qui va se jouer entre les intérêts internationaux. En tout cas, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, en son article 23, concernant bien sûr les sanctions, les décisions, donc la Cour africaine de justice, il est dit que tout État qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions, notamment en matière de lien avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications et de toute autre mesure déterminée par la conférence dans les domaines politiques et économiques. Oui, c'est ce que je disais. Et donc, pour terminer, je dis que c'est une question de rapport de force. Si c'était un pays comme la Guinée-Bissau ou la Gambie, on pourrait ordonner un blocus du pays. On pourrait aller jusque-là. Mais comme c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, moi, dans un tel cas, la mesure à prendre reviendrait à la CEDEAO. Bon, au niveau de la CEDEAO, je ne vois pas quel pays va s'engager dans des mesures extrêmes comme ça contre la Côte d'Ivoire. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana qui en sont capables. Mais vu le poids aussi de la Côte d'Ivoire, alors ils vont réfléchir par deux fois. Donc vous rappelez que par exemple, quand il y a eu le Mali, le coup d'État de Sanogo, on a fait le blocus du Mali là, pour forcer Sanogo à partir. Ouais, mais parce que premièrement, le Mali est un pays moyen au niveau de la CEDEAO, et deuxièmement, le Mali n'a pas de littoral. Or, la Côte d'Ivoire a un littoral. Donc même si on décide un blocus terrestre, elle a toujours une façade maritime pour s'échapper. D'accord. Donc ça fait que il faudrait alors un blocus maritime. Également. Mais du point de vue aussi diplomatique, quand même, c'est le prestige d'un pays. Quand on mais perd ça un veut dire, procès, quand on se montre comme un pays voyou. Si on veut appliquer la décision, diplomatiquement, ils perdent leur prestige. Ils n'auront plus de valeur sur le plan international. Sauf qu'il y a quand même des précédents où les pays n'ont pas appliqué et ils n'ont rien du tout perdu en termes de prestige. Je prends le cas du Rwanda, dans l'affaire de la dame Victoire Ingabire qui avait été donc... elle a saisi aussi la Cour. Il y a aussi le cas du Bénin où M. Talon, dans l'affaire Adjovi, il y a eu des décisions de la Cour, mais ils n'ont jamais appliqué. Il n'y a eu aucune critique d'un État, il n'y a eu aucune conséquence. Donc, je dirais dans ce cas d'espèce, il a bien dit c'est une question de rapport de force. La Côte d'Ivoire l'appliquera si ça l'arrange. Si ça ne l'arrange pas, la Côte d'Ivoire ne va pas l'appliquer. Et par ailleurs, c'est vrai que la suspension de mandat, ça ne demande pas l'arrêt des poursuites. Donc, même si on arrive à suspendre, rien ne dit que M. Soro, une fois atterri en Côte d'Ivoire, ne va pas être poursuivi par la justice. Donc je ne vois pas ce que ça règle. On est dans la phase des appels. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Traoré, qui est expert, dit-il, expert à l'OMS. Vous appelez de Banfora sur le Covid-19. M. Traoré. On a quelques problèmes. Ali? Allô? Oui, M. Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez intervenir sur le Covid-19? Le Covid-19, voilà, merci, bien surtout sur l'antimédia annuelle. Ok, d'accord. Voilà, je précise que je suis docteur Traoré, pharmacien, biologiste médical. D'accord. Voilà, et un consultant pour auprès de l'OMS pour des questions de santé prioritaires. Voilà, donc je pense que je suis actuellement à Banfora, vu que la situation d'aujourd'hui et que j'ai longtemps voulu participer à l'émission, mais pour vous gagner sur la ligne, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Voilà. Donc, j'interviens aujourd'hui pour vraiment remercier tous ceux qui sont sur les plateaux et qui rapportent vraiment des informations pertinentes sur le Covid. Mais rapidement, vous parlez de l'antimédia, qui est l'objet de mon appel là. Est-ce que l'antimédia, c'est une plante herbacée qui est originaire de Chine, comme on l'a dit, mais qui est longtemps utilisée en pharmacopée chinoise pour traiter le paludisme. Et que, au niveau de l'OMS, quand on a constaté que la chloroquine en son temps ne marchait plus parce que la résistance avait atteint un taux considérable, et on a suspendu la chloroquine, et on a fait donc appel à cette plante-là, dont des produits pharmaceutiques raffinés étaient déjà disponibles sur le marché. Et c'est ce que l'OMS a recommandé. Et c'est tous ces produits qui rentrent dans ce cadre-là sont appelés les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, en abrégé les ACT. Ce sont ces médicaments-là qui sont venus supplanter donc l'utilisation de la chloroquine, donc qui sont aujourd'hui utilisés pour le traitement du paludisme simple. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de Madagascar,
Il faut dire que l'OMS, c'est un organisme qui donne généralement les lignes directrices mondiales que chaque pays doit suivre pour le processus de mise en place des médicaments. Mais il arrive, et en situation d'urgence, qu'on puisse effectivement faire un appel pour consulter le comité de l'OMS qui puisse donner son avis. Et comme Everett l'a dit, généralement, l'OMS ne part pas tout de suite au charbon. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas un vaccin contre la maladie à virus Ebola homologué par l'OMS. Mais retenez aussi que le vaccin aussi a été utilisé sur des gens avec l'accord de l'OMS, quitte à voir comment on pourra l'améliorer par la suite. Parce que c'est la situation de crise qui l'exige. Donc, du même coup, si l'OMS est consulté, peut donner un avis favorable. Et je veux aussi dire aussi que même les protocoles là, utilisés en Chine contre le Covid, là, ça n'a pas été approuvé par l'OMS. Les protocoles chloroquine, azithromycine, même ce qu'au Burkina Faso est en train d'utiliser, est-ce que l'OMS a homologué pour se informer que tous les pays doivent utiliser? Non. En la matière, la souveraineté de chaque État, avec les experts et les chercheurs dont chaque État dispose, peut déterminer des protocoles, mais l'OMS va toujours vous assurer que vous mettez ces protocoles en œuvre, vérifiez tel ou tel aspect pour que votre protocole ne puisse pas nuire à la santé et à la santé publique. L'OMS veille au grain, mais pour que l'OMS vous donne une formule homologuée, ça peut venir plusieurs années après la crise. Parce que l'OMS n'est pas dans le oui aujourd'hui et tout sur les non après. Donc, il joue la carte de la réserve et la carte de la prudence. Mais les protocoles sont utilisés sans qu'elles soient homologuées, mais on a l'œil dessus pour dire que si on venait à avoir des effets plus nocifs, on peut vous décourager de l'utilisation de cette combinaison-là. Mais tu est-il que ceux qui l'utilisent doivent suivre les directives de l'OMS qui disent qu'il faut suivre l'utilisation de votre médicament en situation réelle d'utilisation. Et pour terminer, je voulais dire qu'il n'y a aucun médicament homologué n'est homologué pour toujours. Ça n'existe pas. Même des médicaments qui sont utilisés il y a 100 ans, si on veut trouver que le médicament est en train de conduire un effet indésirable qu'on n'avait pas perçu pendant la phase de développement des médicaments, on peut revenir à les retirer. Donc, c'est un processus qui est perpétuel. Donc, il n'y a pas de médicaments homologués pour toujours. Je pense que pour le cas précis de Madagascar, si les résultats sont probants, ils pourront l'utiliser, mettre à contribution tous les chercheurs et documenter. Et peut-être par la suite maintenant, on pourra faire tous ces revues documentaires-là, voir comment on peut certifier homologuer pour des usages futurs et des usages à grande échelle. Voilà. Donc voilà donc ce que je voulais Monsieur Traoré, donc si on veut comprendre très bien, à Madagascar, l'OMS n'a pas dit, l'OMS a simplement appliqué sa règle de tous les jours. L'OMS n'a pas proscrit l'utilisation du produit, mais il y a des directives. C'est pour dire que même au Burkina Faso, si on venait à utiliser la pivirine, qui est utilisée pendant longtemps, on devrait documenter l'utilisation et suivre, de sorte qu'on ne puisse pas dire que dans quelques années, voilà ce que le produit a donné comme effet bénéfique, voilà ce que ça a donné comme effet indésirable. Vous retenez que l'OMS ne va pas accepter que les pays utilisent des produits qui nuisent à la santé plus que ça n'améliore la santé. Voilà. Mais la souveraineté de chaque État est telle qu'on a des protocoles thérapeutiques qui existent et que l'on met en œuvre. Mais du reste, pour les maladies d'intérêt mondial, telles que le paludisme, le VIH et la tuberculose, il y a des protocoles élaborés et validés par l'OMS et qui sont soumis aux différents pays et que les pays se doivent utiliser. Ça aussi, ça existe. Mais pour des maladies de ce genre, une maladie qui vient de venir, où il n'y a pas un traitement homologué d'avance, chacun y va dans sa piste de recherche. Donc, il faut avoir des protocoles, il faut les utiliser et il faut les documenter selon les directives que l'OMS a déjà élaborées. L'OMS a déjà élaboré des directives pour l'homologation, pour les codes thérapeutiques. Ça existe. D'accord. Voilà. Donc, je pense que même quand le Burkina Faso a mis en place son protocole de chloroquine et autres là, avec les chercheurs burkinabés, ils doivent suivre ces protocoles-là et documenter. Voilà. Et après, ça devient maintenant un support pour qu'on n'en sait jamais s'il y a une situation où on peut l'utiliser, on peut dire voilà l'expérience d'utilisation de ce produit dans tel ou tel pays, voilà ce que ça produit. Donc, on peut conseiller d'utiliser le produit. Merci, merci, M. Traoré. Voilà, l'OMS quand même garantit la santé de la population mondiale. Donc, il n'est pas question que pour des questions assez spéciales qui puissent tout de suite aller au charbon, commencer à dire non, commencer à dire oui. Donc, merci. Merci, M. Traoré. En tout cas, votre intervention va permettre de décharger un peu l'OMS dans l'opinion parce que les gens se chargeaient de cette cause-là. Oui, dans le cadre de Burkina, l'étude qui était donc conduite, je pense, par le Dr Sylvain Ouedraogo concernant la pivirine,
faisait suite à l'appel de l'OMS qui demandait la contribution en fait de la médecine traditionnelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Oui, et puis en plus, nos tradis praticiens ont sorti 9 produits. On n'a pas vu nos chercheurs du moins c'est ça le drame. préoccuper. Ça n'a pas été pris en compte. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Non, je pense qu'avec l'intervention de M. Traoré, on a bien compris l'OMS est dans une situation de prudence. Tout simplement, l'OMS ne dit pas tel médicament est bon, tel autre ne peut. Et puis finalement, M. Traoré nous montre qu'il n'y a pas un médicament bon définitivement. À jamais bon. Donc c'est toujours la mesure de la prudence qui est préconisée par l'OMS. Donc suivons la prudence, mais ne rejetons pas les médicaments. D'accord. On va prendre un second, mais Ali, tu termines sur la Côte d'Ivoire, l'affaire Soro, très rapidement. Bon, c'est une affaire assez embarrassante pour la Côte d'Ivoire. On aurait pu trouver un moyen pour sortir de cet imbroglio. Mais à écouter, quand on regarde, je n'ai pas l'impression que la Côte d'Ivoire va respecter cette décision de la Cour africaine. Et pourquoi? Question électorale, il faut... Question électorale, un certain nombre de choses, à l'intérieur même, à écouter les acteurs politiques. Je crois que ça va être assez difficile pour Guillaume Soro de pouvoir participer aux élections en 2020. Parce qu'évidemment, on voit bien que la Cour africaine des droits de l'homme ou bien la Cour de la CEDEAO peut prendre des décisions, mais elle n'a pas les moyens de faire appliquer ces décisions. Et si elle n'a pas les moyens de les faire appliquer, ça va être très difficile. Vous avez donné beaucoup de cas, mais il y a eu le cas burkinabé ici avec la loi Chérif, qui a été bien truc, mais l'exclusion, mais le Burkina Faso est passé outre et a organisé ces élections. Et la même CEDEAO qui avait pris cette décision est venue superviser. Cette même CEDEAO était là pour introniser le président Kaboré. Donc, c'est une loi, je crois qu'il parle pour parler, ça ne va pas prospérer. Donc ça montre combien de fois on doit faire l'effort de donner plus de force exécutoire ou en tout cas plus de pouvoir à nos juridictions régionales et africaines. En matière politique, c'est toujours une question de l'apport de force. D'accord. On prend le second téléspectateur, Monsieur Iliboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouagadougou sur l'affaire magistrat. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Et j'aimerais commencer par faire une citation de Nelson Mandela qui disait que c'est l'adversaire qui détermine la manière de lutter. Si l'adversaire veut que le combat soit pacifique, qu'on respecte toutes les règles, elle se met dedans et tout le monde participe. Mais si l'adversaire utilise des moyens autres, celui qui est en face n'a pas d'autre moyen qu'utiliser les mêmes règles que l'adversaire. Sinon, s'il ne le fait pas, il va utiliser des règles qui ne sont pas justes pour arriver à ses fins et c'est lui qui va perdre. C'est juste pour encourager les magistrats sur ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai observé, je ne vais pas dire l'éclosion, mais en réalité, la magistrature évolue depuis les années 2000 jusqu'à maintenant parce qu'après la rectification, il n'y avait pas grand-chose au niveau de la magistrature et de la justice. C'est dans les années 90-2000 qu'en réalité ça a commencé, on a commencé à comprendre qu'est-ce que la justice, tout le machin qui suit avec. Mais là où je suis réellement d'avis, et je suis de tout cœur avec eux, parce que c'est dans leur lutte que les gens vont comprendre le fonctionnement réel de la justice et les recours qu'on faut. Parce que moi, sincèrement, je trouve que c'est une occasion en or pour le peuple de comprendre le fonctionnement réel et les voies de recours. Parce que le fait que les gens ne comprenaient pas, les gens utilisaient leur ignorance contre la population. Maintenant que c'est deux pouvoirs qui se battent, tout le monde va mettre à nu ce qu'il a comme compétence et ce qu'il a comme moyen de nuire pour que le peuple puisse en saisir après. Bon, pour moi, c'est de bonne guerre. Moi, je suis d'accord. Je suis 200% d'accord avec ce que les magistrats font. Mais je dirais une chose. Quand le gouvernement dit que les magistrats n'ont pas le droit de faire justice eux-mêmes, et que ça veut dire eux-mêmes utilisent des moyens rouges pour ne pas donner la liste et comment ils ont fait pour pouvoir sélectionner le nombre de gens qui pouvaient être coupés. Ou bien, je ne sais pas, le tenue de ça c'est du gros français que je ne comprends pas grand-chose dedans. Mais ils s'attardent sur le fait que non, au fait, c'est des gens qui sont des magistrats dont ils ne peuvent pas se permettre. En réalité, j'aimerais faire observer à la population que c'est une manipulation. Ce n'est rien d'autre. C'est-à-dire on utilise notre méconnaissance de la justice pour dire que voilà, les gens, comment vous pouvez taper quelqu'un et vous ne voulez pas qu'il réagisse? C'est pas un surhomme. Il a beau être magistrat, si ses intérêts sont menacés, comme un être humain, il est obligé de réagir.
Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Deux fois, je ne suis pas pour les magistrats, mais sur cette lutte, je suis d'accord avec eux à 100%. Et je les encourage à aller plus loin. Merci. Parce que même si le conseil des Merci, M. Ilboudo. Merci, M. Ilboudo. Merci pour votre contribution. On a un dernier invité, j'espère qu'on l'aura. Un dernier appelant, j'espère qu'on l'aura. Évariste, réaction, maître? Réaction. Je suis d'accord, parce qu'en fait, on présente en fait l'abus du côté des magistrats, alors qu'en oubliant, en voulant nous faire croire que l'État a été correct. Non, l'exécutif n'a pas été correct. Parce que, comme je l'ai dit, en matière de retenue des salaires, c'est encadré. Il y a le principe de la proportionnalité, il y a le respect de la quotité, il y a tout ça. Un État normal aussi, dans un État normal, l'exécutif doit respecter. Les magistrats sont ici victimes, mais apparemment, on ne veut pas penser que les magistrats peuvent être victimes également. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une façon pour l'exécutif de vouloir écraser aussi d'autres en face? Victimes, c'est-à-dire? Les magistrats sont là victimes, non? Parce qu'ils se plaignent d'une procédure qui est injuste. Oui. Et on estime qu'ils n'ont pas le droit et que ça ne doit pas être là, il faut connaître le dossier et puis savoir d'où c'est parti. Voilà, quelles sont les positions des uns et des autres. Donc, seulement le problème qui se pose ici est un peu technique. D'accord. Maître, on va prendre notre dernier téléspectateur, très rapidement. Monsieur Oumar Traoré de Bobo du Lasso. Sur l'affaire des magistrats. Sur l'affaire des magistrats, allez-y. Ok. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, monsieur Traoré. Permettez-moi, avant de passer à l'affaire des magistrats, d'interpeller l'État par rapport au cache-nez. Eh bien, ils veulent vendre des cache-nez à 300 francs. Moi, je pense qu'il manquerait encore une fois à leur responsabilité dans la mesure où ils ont reçu des tonnes de magistrats. Ce n'est pas le sujet, monsieur Traoré, Oumar. On est même d'ailleurs pris par le temps. Vous avez gaspillé votre unique... Vous avez parlé tout à l'heure de... Vous savez, dans cette guéguerre entre le gouvernement et les magistrats, on sait aujourd'hui qu'avec les réformes qui ont été faites, le président du FASO n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une décision qui est prise et les magistrats contestent la décision. Le gouvernement, quand je vois, veut reprendre la main. Le gouvernement veut reprendre la main. Il y a une tentative, pour reprendre une expression très à la mode dans ce pays à un moment donné, il y a une tentative de remonarchisation du président. Et donc, on veut revoir les choses. Donc, de ce côté, ils vont tenter de diaboliser les magistrats en se disant qu'ils sont juges et partis, ils sont ceci, ça. Mais c'est les magistrats qui jugent les affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils... voilà. Donc, il y a des questions qui apparaissent. Une question qui apparaît avec cette situation-là. On entend déjà certains aussi dire que les magistrats bénéficient d'une indépendance dont ils n'ont pas aujourd'hui connaissance de la valeur ou qui ne sont pas à même de pouvoir porter et qu'il fallait peut-être revenir à la formule du CSM où c'est le chef de l'État qui est par exemple président du CSM. Maître, oui, mais si vous très rapidement. C'est moi qui, le premier, ai préconisé l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, depuis les années 98. Mais on ne sera pas très long, très rapidement, et puis on va avancer, parce que l'heure est... Oui, mais ça, effectivement, bon, vous savez, nous sommes... Yarga Larba a soutenu sa thèse sur séparation et collaboration des pouvoirs. Donc, effectivement, nous avons 3 pouvoirs. Mais ces 3 pouvoirs doivent collaborer et non entrer en conflit, pour que la société fonctionne. S'ils entrent en conflit, il y a un nécessairement qui va l'emporter et qui va réduire l'autre. Donc l'intelligence commande la collaboration. C'est pour ça qu'on dit séparation et collaboration des pouvoirs. Même aux États-Unis, par exemple, c'est un système séparé de façon rigide, mais il y a une certaine collaboration. D'accord. On est malheureusement au thème de l'émission. On a passé le temps. On a fini. Le générique arrive. On reviendra la semaine prochaine avec le sujet qui paraît très intéressant. J'étais donc avec Mamadou Ali Compaoré. Il est donc journaliste, actuellement cadre donc au ministère de la Communication. Merci d'être passé sur ce plateau. Maître Apollinaire Kielem Tambela, il est avocat inscrit au barreau, président du CRI qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Faustin Évariste Concebo, il est donc chroniqueur média, président du SEC de Veille qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Enfin, dernier invité, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous sur Dieu le veut.